merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Merci à tous ceux qui nous ont écrit sur la page de l'émission après le numéro de l'endométriose. Ce soir, nous parlons aussi d'une pathologie qui touche beaucoup de femmes, en l'occurrence le cancer du sein, avec près de 15 000 nouveaux cas chaque année. D'ailleurs, si ce mois d'octobre se teinte de rose, c'est pour nous rappeler l'importance de la prévention, un maillon essentiel pour lutter contre cette maladie qui se propage à une vitesse inquiétante, mais qui peut guérir si elle est détectée suffisamment tôt. Avec mes invités, on parlera de dépistage, de diagnostic précoce et de traitement. On verra surtout comment vivre avec un cancer, sans oublier la détresse psychologique qui touche beaucoup de malades, d'où l'importance d'un accompagnement psycho-oncologique. Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir, et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir Madame Mekawi Ismahen, ou plutôt cancéreuse et heureuse, puisque c'est comme ça que vous vous appelez sur les réseaux sociaux. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes notre témoin ce soir. Vous souffrez d'un cancer depuis 3 ans. Merci d'avoir accepté gentiment de témoigner. Merci à vous pour l'invitation. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir une habituée de l'émission, Aïda Mechri. Vous êtes psychologue. Bienvenue. Merci, Sarah. Merci. Merci à vous. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Mhenni Nawel. Vous êtes scénologue au CPMC, Centre Pierre et Marie Curie. Bonsoir. Bonsoir. Oncologue médical. Oncologue médical, d'accord. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Mechilef Mouna. Vous êtes radiologue installé à la clinique Al-Azhar. Bonsoir. Bonsoir, ravie d'être là, merci. Merci à vous 4 de venir sensibiliser autour de ce sujet qui touche de plus en plus de femmes. Ismahen, vous êtes créatrice de contenu. Vous entretenez 2 pages, une page donc Facebook et Instagram, Cancéreuse et heureuse, une appellation très atypique. Pourquoi ce pseudo ? Et pourquoi avoir choisi aussi d'en parler publiquement ? D'accord. Alors, le pseudo, il n'existait pas avant. C'était pas Cancéreuse heureuse, c'était mon quotidien. J'avais un petit groupe formé d'une quinzaine de personnes, avec juste ma famille, amis les plus proches, où je partageais mon quotidien par rapport à mes traitements, mon protocole, etc. Et de là, je donnais des commentaires de mes nouvelles à mes amis, même qui se trouvaient à l'étranger et tout. Et après, il s'est passé un incident au CPMC. Et c'est de là où j'ai décidé qu'à partir de cet incident, je dois parler du cancer du sein, du moins de la femme atteinte du cancer du sein. Et c'était un divorce dans les couloirs du CPMC. Une femme qui a été répudiée devant vous. Oui, devant nous. Absolument. Et puis, moi, je sortais de chimio, j'étais fatiguée. Et j'étais en train de râler contre mon mari parce que alors que lui, il a toujours été là, etc. Et je vois cet incident devant moi et j'étais choquée. Oui, ça a été le déclic, donc. Ah oui, c'était le déclic. Donc, je me suis dit, du moment que moi, j'ai pas de problème à partager mes photos, même avec crème rasée, même dans tous mes états d'âme, etc. Donc, pourquoi pas en parler et pourquoi pas en faire une cause, tout simplement. Oui. Et puis, par la suite, Covid, etc., j'ai pu faire des formations de coaching spécialement pour femmes atteintes de cancer. Et de là, j'ai essayé d'aider les autres. On va y revenir. Alors, la science a évolué, mais malheureusement, on ne sait toujours pas pourquoi a-t-on un cancer. C'est une question récurrente. Pourquoi moi, docteur Aïda ? Quelle belle question. Vous savez, dans tout événement traumatique, dont on a la force de se projeter dans la vie avec des pulsions de vie extrêmement importantes qui nous donnent envie de voyager, de rêver, d'avoir des enfants, de colorer notre vie avec le meilleur. Et puis voilà, chaque événement nous rappelle qu'on n'a pas tout le pouvoir de pouvoir gérer les choses, que la vie n'est pas aussi parfaite, qu'il y a des moments très très difficiles, douloureuses. Il y a rapidement dans l'individu retour vers soi-même, parce que c'est exactement, on frôle quelque chose de très fort qui nous arrête et qui nous fait comprendre que voilà, ce n'est pas comme on veut, que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et puis c'est là où les questions s'installent. Tout dépend de la dynamique de la personne. Il y en a ceux qui sont très croyants, rapidement ils vont trouver des ressources pour pouvoir donner du sens à leur vécu. Il y en a d'autres qui se culpabilisent énormément, qui sont très fragiles dans leur qui sont dans le déni souvent. Tout à fait. Oui, absolument. Alors 15 000 nouveaux cas enregistrés cette année encore, puisque ça a été le même chiffre qui a été communiqué l'année dernière. Le cancer du sein est incontestablement le premier au
triste podium devant celui du côlon et celui du poumon. On assiste clairement à une explosion de cancer ou alors c'est l'effet du dépistage, docteur Oui. En fait, oui. Cette année, on enregistre de plus en plus de nouveaux cas de cancer du sein par an. On est à 15 000 nouveaux cas par an. Certes, c'est une explosion, mais c'est une explosion mondiale. Ça ne touche pas que l'Algérie, ça ne touche pas que le Maghreb, ça a touché tous les pays du monde entier. Et en fait, cette incidence ne fera qu'augmenter. Il y a une augmentation de pratiquement 7,7% de nouveaux cas par an. Donc, et on arrivera pratiquement dans le monde, oui, et on arrivera pratiquement en 2025 à 18 000 nouveaux cas en 2025. Une explication, docteur Bruni? Oui, une explication, certes, c'est le cancer du sein est une maladie multifactorielle. Donc, tout est, ce qui est incriminé, c'est vraiment tous les facteurs de risque qu'on connaît maintenant, mais qui sont intriqués. Il n'y a pas une cause qui engendrera le cancer du sein. C'est plusieurs raisons et c'est des causes qui sont génétiques mais qui ne représentent pas énormément de pourcentage. C'est surtout des causes qui sont liées à l'environnement. C'est surtout ça. Nos habitudes de vie ont changé, nos pays se sont occidentalisés et on paye très cher. Ces chiffres ne reviennent pas aussi au dépistage, c'est-à-dire on dit qu'aujourd'hui on dépiste de plus en plus de cas. C'est pour ça aussi qu'on a des chiffres comme ceci, c'est-à-dire 15 000 cas par an. Aujourd'hui les femmes sont de plus en plus conscientes, elles se font dépister. Ça peut être expliqué aussi par ceci. Oui, mais pas autant. Dans les années 90, on était pratiquement en Algérie à 300 cas de cancer du sein par an. Oui. Donc, et on passe maintenant à 15 000 nouveaux cas. Après, c'est vrai que avant, à l'époque, les gens ne se faisaient pas vraiment dépister. Et les sujets âgés mouraient sans qu'on ait de diagnostic. Donc, c'est vraiment, ça a changé, c'est vrai. Mais est-ce que le dépistage a donné ce chiffre-là? Le dépistage n'est pas généralisé. Le dépistage actuellement ne touche pas toutes les villes d'Algérie. Oui, malheureusement, on n'a pas vraiment de dépistage organisé. Les femmes le font encore à leurs propres moyens. Alors, vous avez été diagnostiquée à quel âge, Ismaël? À 35 ans. Alors on disait au tout départ, docteur Mekhilev, que le cancer du sein était un peu l'apanage des sociétés modernes. On parlait pas de beaucoup de cancers en Algérie. Aujourd'hui, malheureusement, on voit que les chiffres explosent. Et ce qui est aussi effarant, c'est que ça touche de plus en plus de femmes jeunes. C'est-à-dire, nous, par exemple, en Algérie, on conseille le dépistage à 40 ans, on va en parler tout à l'heure. Mais on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont touchées avant cet âge. Exactement. Effectivement, on a une population, une moyenne d'âge légèrement inférieure à celle de la moyenne d'âge dans le monde, qui est de 47 ans, avec beaucoup de cas de moins de 40 ans. Ce qu'on appelle le cancer chez la femme jeune, on considère à partir du seuil de 40 ans. C'est ce qui fait peur beaucoup aux femmes, parce que moins de 40 ans... Ça, c'est au Maghreb, c'est des chiffres... Oui, absolument. C'est la femme qui est jeune, qui est en plein... C'est l'adulte actif, c'est qui veut se marier, qui veut avoir des enfants. Et on imagine mal stopper toute une vie, toute une féminité avec un cancer à cet âge-là. Mais il y a une composante qui est plutôt liée aux cas familiaux. Et là, ça frappe... plus la femme jeune Absolument. Que le cancer sporadique qui est classique après la cinquantaine, que le cancer familial. C'est-à-dire il y a une proportion génétique, c'est ça, on pourrait expliquer ça comme ça. Quand on parle des femmes justement maghrébines qui seraient touchées par le cancer du sein à un âge relativement jeune. Oui. Enfin, quand on prend l'Occident, la proportion de cancer du sein chez les moins de 35 ans, elle est de maximum 3%. Le dépistage organisé par exemple en France, c'est à partir de 55 ans. Ben oui. Il ne faut pas oublier que c'est des populations qui sont vieilles, contrairement à l'Algérie qui a une population assez jeune déjà. Et par contre, chez nous, il y a des études nationales qui ont été faites et qui ont retrouvé une proportion de pratiquement 4 fois celle de l'Occident. On est à 12% de cancer du sein chez les moins de 35 ans. Et chez cette population des moins de 35 ans, les plus jeunes font souvent partie de familles de cancers et c'est là où on parle de cancer héréditaire
qui pratiquement constitue 5 à 10% de tous les cancers du sein, mais qui demande une prise en charge assez spéciale avec des dépistages, ce qu'on appelle des dépistages beaucoup plus précoces, avec un effet d'anticipation, c'est-à-dire que si la maman a un cancer du sein à l'âge de 40 ans, je ne vais pas attendre 40 ans pour dépister les descendants. Je vais commencer à les dépister 5 ans avant. Donc la prise en charge sera différente. Oui. Alors je vais vous inviter, mesdames, à regarder un reportage justement d'une randonnée organisée par l'association des randonneurs de Miliana, en collaboration avec des professionnels de la santé, mais aussi des malades. Le but est de sensibiliser un maximum de personnes. Regardez, c'est un reportage signé Fria Al-Hamdi. Une randonnée pédestre a été organisée ce week-end du côté de Ain Sour Miliana pour sensibiliser les participants. Cancer du sein, pour ne pas affoler la population, c'est le premier cancer chez la femme en Algérie et dans le monde. On a des statistiques que c'est une maladie qui devient de plus en plus importante. Et on a même des chiffres, c'est-à-dire que maintenant, il y a une des particularités du cancer du sein en Algérie, ça touche même la femme jeune, moins de 35 ans. Voilà, on a des chiffres, c'est pratiquement 15 000 nouveaux cas chaque année, voilà, et 3 500 décès chaque année par cancer du sein. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs, c'est-à-dire que c'est une maladie multifactorielle, et on sait que la femme algérienne s'est occidentalisée un petit peu. Elle se marie un peu tard, il n'y a pas beaucoup d'enfants, défaut d'allaitement, le stress, les traitements substitutifs de la ménopause, ce sont tous les facteurs. Cette initiative vise à sensibiliser les femmes à la nécessité d'effectuer un diagnostic précoce du cancer du sein. En 2022, il y a des femmes qui ne se sont jamais dépistées et on découvre des cancers, surtout du sein, parce qu'il y a tous les cancers, à un stade très avancé. C'est malheureux de trouver en 2022 des stades avancés de cancer du sein, alors que c'est un cancer parfaitement guérissable si on le prend à temps. Cette maladie arrive de plus en plus précocement. On a eu des cas de jeunes femmes âgées de 23 ans porteuses chez qui on a dépisté des cancers du sein, alors que dans les pays occidentaux, généralement, la fréquence est entre 50 et 75 ans. En Algérie, c'est beaucoup plus précoce, agressif, et d'où l'intérêt de ce dépistage. Ce dépistage, là, on essaie de le faire au mois d'octobre, mais il faut le faire sur l'année. Cette randonnée est destinée aux personnes qui aiment marcher et trouver le plaisir en pleine nature. Des médecins, des malades, des enfants aussi. Au programme de la sortie, un débat-échange sur le cancer du sein et la sensibilisation au dépistage animé par des spécialistes. C'est un geste de solidarité. On est là, on sensibilise. Il y a la majorité qui participe aujourd'hui. Ils ont eu 1 ou 2 malades dans leur famille. Quand même, ce cancer du sein, il continue à tuer. C'est presque la moitié des nouveaux cas. Il y a parfois dans la vie ce jour où tout bascule. Pour cette maman qui nous relate l'histoire de sa fille atteinte d'un cancer du sein. Cette maman qui a soutenu sa fille malgré la lourdeur de ses traitements et des journées souvent difficiles. C'était son anniversaire. Et au cours de la soirée, elle nous a dit, je vais vous dire une surprise, mais une surprise qui va vous choquer, qui va vous... J'ai un cancer. Oui, maman, j'ai un cancer du sein. Je te dis, j'ai été chez Madame Fellah et elle m'a confirmé que je dois y aller immédiatement, c'était MC. En extrême urgence. Et c'était ça. Moi, je n'ai pas accepté. Durant une année, j'ai accepté la maladie de ma fille. C'était pas facile. Du jour au lendemain, voir ton enfant atteint de cette maudite maladie. Comme chaque année, depuis 1994, le mois d'octobre sera dédié à la lutte contre le cancer du sein. Un événement récurrent
vise à renforcer la sensibilisation du grand public face à l'importance du dépistage précoce. Pour rappel, 90% des cancers du sein détectés tôt guérissent. Alors, on a vu le reportage justement de cette randonnée dont l'objectif était de sensibiliser à cette maladie. On a vu votre maman, Ismahen, c'était la dernière personne justement qui témoignait. À quel point le soutien de votre famille a été important dans cette maladie? Très important, très important. Je dirais, si je suis là aujourd'hui à témoigner sur ce plateau, c'est 80% grâce à eux et pour eux aussi. Parce que non seulement ils me boostent, et ça me donne une raison de vous battre. Voilà, et ça me donne une raison d'être là, de vivre tout simplement. Oui. Aïda, le soutien de la famille et l'acceptation de la maladie, à quel point c'est lié? Énormément. Si on parle de maladie, on parle de l'individu, comment il peut la symboliser, la vivre, y faire face, mais aussi le soutien de la famille, les proches, les professionnels, ce cadrage, cette manière de trouver l'étayage pour pouvoir vraiment lire et puis d'être soutenu dans ce face-à-face, je crois que c'est primordial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que je mets entre deux parenthèses, on a vu des familles qui explosent, des couples qui explosent, des enfants victimes un peu de ces situations terribles, que voilà, je reviens à tous ces signalements au niveau de l'organe national. Là, on peut retrouver bien sûr des mamans ou des membres de famille, personnes ressources qui n'ont pas cette force de pouvoir vraiment aller au-devant, et puis ça met en danger, ça change la vie, c'est différent. Je pense qu'Ismahen peut absolument confirmer ce que vous venez de dire, dans le sens où elle a une famille. Alors on a vu un peu un échantillon, votre maman qui est juste extraordinaire, c'est admirable de voir une maman qui marche pour la cause de sa fille, mais pas seulement, il n'y a pas uniquement votre maman, il y a aussi votre mari, vos frères. Racontez-nous un peu l'histoire, le jour où vous avez décidé de vous raser le crâne, parce que vous avez décidé de vous raser le crâne avant que vos cheveux tombent. Oui. Alors, je suis une patiente du docteur Mhenni, et le jour de ma première chimio, je lui ai posé la question, dans combien de temps mes cheveux vont commencer à tomber? Elle m'a dit peut-être demain, peut-être après-demain, vu votre protocole. Donc, elle m'a conseillé de les couper très court, parce que ça fait mal. Ça va être éprouvant. Au-delà de l'aspect, physique de la chose. Après, en rentrant du CPMC, moi personnellement, juste après la chimio, une héroïne. Pendant 5 heures, je suis absolument en forme, quoi. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion, jamais, c'est maintenant. Alors, on achète une tondeuse. J'appelle mes frères parce qu'ils sont sur Aïnfla. J'appelle mes amis, j'appelle tout le monde. On va essayer, aujourd'hui, on va se raser le crâne. Alors, أنا كنت عندي لهم زعما un gros Facebook juste باش يشوفوني comment moi je me rase le crâne. Pour donner le courage aux autres femmes, justement. Mais je ne m'attendais pas à la suite des événements. C'est que, alors, c'était mon mari qui m'a rasé mon crâne. Après, il s'est fait atteindre son crâne. Et en face de moi, sur les réseaux sociaux, il y avait mes frères, leurs amis, mes beaux-frères, leurs amis, les amis de mon mari. Donc, on a 18 hommes ou une femme. Et on s'est rasé tous le crâne. C'est vrai que ça reste des cheveux pour les hommes. Mais c'est pas comme non, mais c'est le geste. C'est notre féminité qui est atteinte. Mais c'était un geste énorme pour moi de soutien. Et le fait de l'avoir fait toute seule, c'était pour moi une manière de prendre ma revanche sur la maladie et de dire que pour une fois, je sais que je vais être malade, je vais passer par des moments difficiles, mais ça, c'est un truc que j'ai décidé de le faire toute seule, et je l'ai fait. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez une... Oui, allez-y. En fait, beaucoup de malades, dans ce cas-là, ne veulent pas subir la toxicité très importante de toutes ces thérapeutiques qu'on met, et elles essayent de prendre le contrôle. Après, sur tous les effets secondaires, les autres effets secondaires, elles ne peuvent pas prendre le contrôle. Le seul effet secondaire sur lequel qu'elles peuvent contrôler, c'est bien la perte des cheveux, l'alopécie, qui est pour certains protocoles
inévitable et qui peut survenir justement 14 jours après la première cure. Donc c'est vraiment très précoce. Et quand la femme elle-même décide de se couper les cheveux, c'est dire non, c'est pas le cancer qui décide, c'est moi qui décide. Oui. Et quel impact a eu votre geste justement? Parce que j'imagine que vous partagez tout sur vos réseaux, vos pages Facebook ou Instagram. Premièrement, sur mon entourage, ma belle famille, tout le monde me disait depuis toujours, on t'aurait dit Mon beau-père avait trouvé ça que j'avais un beau crâne, quoi. Sur les réseaux sociaux, il y a eu, mes amis, ils étaient là, oui, il n'y avait pas de souci. Il y avait une minorité de personnes qui me disaient, dans ces cas-là. C'est pas par rapport au fait que je me suis rasé le crâne, non. Mais par rapport au cancer d'une manière générale. Voilà. Parce que comment il prend la chose, quand il a peur, non, au contraire, je vois ce qu'elle fait et elle se bat tous les jours. Et même avec tous les effets secondaires qu'elle a, etc., elle reste à être là. Donc, je donne quelque part un peu de positivité, quoi. Oui. On parlait tout à l'heure des facteurs de risque, là, justement, notamment le facteur génétique. Est-ce que dans votre famille, il y a eu aussi des personnes qui ont eu un cancer? Oui. Oui. Il y a ma tante qui est décédée, ça fait 7 ou 8 mois. Il y a aussi mon oncle, il y a la tante à ma mère. Ça explique un peu votre âge jeune, justement, de survenue de cette maladie. Est-ce qu'on peut rappeler les autres facteurs de risque? On est passé très rapidement tout à l'heure dessus. Est-ce qu'on peut rappeler les facteurs de risque de cette maladie, justement, docteur? Oui, j'avais dit tout à l'heure que c'était une maladie multifactorielle. Il faut juste noter que le facteur de risque génétique, c'est le seul facteur qui peut, à lui seul, déclencher un cancer du sein. Par rapport à tous les autres facteurs qui sont intriqués, et c'est la sommation de ces facteurs qui va générer un cancer du sein. Exactement. Après, le facteur génétique, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 5 à 10%. Les autres facteurs, c'est ce qui est lié à l'environnement, c'est des facteurs prépondérants. On a le facteur hormonal, ce qu'on appelle la balance hormonale, c'est vraiment un équilibre entre les œstrogènes et la progestérone qui sera rompu et qui va déclencher un terrain d'hyperostrogénie. Donc tout ce qui déclenche cette hyperostrogénie, cet état d'hyperostrogénie va être incriminé dans la genèse du cancer du sein. Par exemple, la durée de la période génitale, de la puberté à un âge avancé de la ménopause, les femmes qui se marient à un âge tardif, l'âge de première grossesse qui sera tardif, l'absence d'allaitement, on ne cessera de signaler que l'allaitement est un puissant facteur protecteur. Donc tout ça va déclencher justement substitutif, la pilule. En fait, ça c'est ce qu'on va ingérer, c'est ce qui sera en exogène. Donc tout ce qui est pilule contraceptive, prise de manière anarchique, il est inconcevable qu'une femme aille en officine et s'achète sa propre pilule, sans prescription, sans avis, sans bilan, sans mammographie si elle a plus de 40 ans. Les traitements, les inducteurs d'ovulation qui augmentent le risque de développer un cancer de pratiquement 2 à 3 fois. On a les traitements hormonosubstitutifs qui étaient très utilisés auparavant. Encore heureux, ces dernières années, on les a plus ou moins abandonnés parce qu'on connaît leurs risques. Après, il y a d'autres perturbateurs endocriniens aussi, par exemple, ceux qu'on trouve dans les habits, dans les teintures, dans certains aliments, et qui sont ce qu'on appelle des xéno-oestrogènes. C'est des oestrogènes-like, en fait. C'est la même chose. Avec du sel d'aluminium aujourd'hui, il y a eu une étude très sérieuse, une étude suisse qui a établi le lien entre le cancer et les déodorants. Qui déclencherait localement au niveau du creux. Après, il y a d'autres facteurs qui sont en dehors des facteurs hormonaux. On a les lésions, le fait déjà d'être femme. C'est un facteur. Voilà, c'est un facteur de risque. Mais même si les hommes aussi. Même si le cancer du sein existe chez l'homme, mais c'est pratiquement 1 à 2% maximum. Donc c'est pas l'âge aussi. Plus on avance dans l'âge, plus on est à risque de développer un cancer. Après les autres, c'est par exemple les lésions précancéreuses. Il y a certaines lésions dans le sein. Il faut savoir que 4 lésions sur 5 sont bénignes. Ça veut dire qu'elles ne vont jamais se transformer en cancer. Mais le 1/5 qui reste devra être non seulement diagnostiqué, mais aussi surveillé et probablement enlevé pour qu'il ne se transforme pas. On a aussi ce qu'on avait auparavant, les radiations ioniques
agonisantes, par exemple les patientes qui étaient traitées pour tuberculose, etc., et qui faisaient souvent les téléthorax comme contrôle de la guérison, et qui ont développé par la suite, des années après, des cancers. Il y a aussi les malades qui ont été traités pour des cancers hématologiques, les lymphomes et les Hodgkin, etc., et ce qu'on appelle les cancers radio-induits. Après, il y a un autre volet, c'est tout ce qui est tabagisme, habitudes alimentaires, la malbouffe, la junk food, exactement. Alors, il faut savoir que plus on consomme de sucre... L'obésité aussi, hein, docteur. Oui, mais juste par rapport au sucre, c'est pas que le sucre donne le cancer, c'est pas ça. C'est que plus on consomme de sucre, plus on se met dans des états d'hyperinsulinisme. Qui dit hyperinsulinisme, ça provoquera, on se mettra aussi dans des états d'hyperostrogénie. L'obésité, parce que les graisses peuvent se transformer en oestrogène. La sédentarité, il faut savoir que la pratique du sport actuellement, il est avéré qu'elle diminue le risque de développer un cancer du sein de 30% et elle diminue le risque de rechute chez les patientes qui ont déjà été traitées pour cancer du sein. Donc vraiment, l'activité physique est à conseiller pour toutes les femmes, y compris celles qui ont déjà fait un cancer du sein. C'est-à-dire adopter des habitudes saines, tout simplement. Et vous voyez bien que c'est vraiment multifactoriel, c'est pas un seul facteur. Docteur, quand on parle justement on a tendance à incriminer la vie moderne, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, la vie contemporaine. On parle souvent du stress aussi, hein, du mode de vie qu'on a, qui est super effréné et qui, voilà, dans lequel on respire presque pas parfois avec le stress et tout. Est-ce que le stress est aujourd'hui réellement incriminé ? Le stress n'est pas incriminé comme facteur de risque avéré par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé. Mais ceci dit, on sait très bien que le stress déclenche des taux de cortisolémie très élevés. Qui dit cortisolémie dit troubles hormonaux et donc un déclenchement d'une autre cascade qui pourrait générer justement le cancer du sein. Donc au final, indirectement, le stress peut être mis dedans. Facilement. Oui, absolument. Je rappelle juste que l'enquête réalisée justement par le comité de pilotage du plan de cancer indique justement que la plus grande part des femmes touchées par le cancer du sein en Algérie vivent en ville, dans les grandes villes. Docteur Prielef, il est exceptionnel de traiter un cancer dépisté, d'où les taux de mortalité très élevés chez nous. C'est-à-dire c'est rare où on détecte les cancers suite à un dépistage. Généralement, on arrive avec des stades assez avancés. Oui, malheureusement. En tout cas, c'est trop peu par rapport à ce qu'on souhaite. Et malheureusement, on continue à avoir des cas très dépassés, des cas de cancer du sein métastatique, des cas où le cancer est clinique. Il y a un retard diagnostique, parfois. Il y a un retard de consultation. C'est-à-dire on arrive déjà quand il y a déjà des symptômes. Oui, je me rappelle de patientes vivant en Alger-Centre, pas dans un petit douar, avec des tumeurs volumineuses et ils n'ont pas consulté, et entourées de familles, des fois même avec de la nécrose et des odeurs, et elles ne viennent pas. Pourquoi ? Ça, il faut rentrer dans leur tête. Il y a beaucoup de peur. On est dans le déni. Non, il y a beaucoup de peur. Moi, j'ai eu quelques patientes, certaines nient savoir qu'elles ont quelque chose, et d'autres, elles vous disent, j'ai peur de mon mari, j'ai peur qu'il me laisse, je suis seule, et ils ont peur de la mastectomie aussi, la perte de la féminité. Absolument. Il y a beaucoup de peurs, il y a plusieurs peurs de la chimiothérapie, avoir les cheveux qui tombent, ils ont peur de mourir tout simplement. C'est-à-dire en fait le cancer sonne comme une condamnation déjà, hein. C'est peut-être ça aussi même si au fond de nous peut-être qu'on le sait, mais on a très peur de l'accepter. C'était un peu votre cas aussi, Ismaël. Vous a détecté un cancer assez avancé, hein, me disiez-vous, c'est ça ? Oui. À quel moment vous avez consulté ? Dites-nous. J'ai consulté 2 jours après avoir senti une masse. J'ai pas attendu, sachant que je souffrais d'endométriose avant, donc je me faisais. Donc vous aviez des examens réguliers. Des examens réguliers et tout. Donc, et suite à une fausse couche, c'est le sein droit est devenu normal. Le sein gauche, non. Et il y avait carrément, je sais pas si un placard ou un truc comme ça, vraiment une masse bien dense et tout. Oui. Alors j'ai consulté directement, je suis partie voir le radiologue, sans lettres, sans rien du tout. Et là, elle m'avait expliqué que j'avais des signes de malignité. Donc j'ai dit, j'ai un cancer,
Ah ben oui, il faut aller au CPMC. Il dit CPMC, ça veut tout dire. Donc oui. Ça s'est passé comment pour vous quand on vous a annoncé justement cette maladie? Comment vous avez encaissé? Sur le coup, bon, déjà en partant faire mon examen, j'étais quasiment certaine que j'avais un cancer. Parce que juste avant, je suis passée par 3 années de stress vraiment très intense. Et puis, j'avais senti, j'étais très fatiguée, très des sautes d'humeur, etc. C'est pas du tout moi. Deuxièmement, l'annonce en elle-même, c'est pas l'annonce qui m'avait choquée. C'était la manière dont on l'annonce, et de un. Et de deux, qui n'est pas ni accompagnement, ni un médecin, je veux dire un psychothérapeute, ou bien qui était là au moment de l'annonce, etc. Je vais poser la question à Dr Mekhilev. Peut-être annoncer un cancer, justement, hein, comme le dit à l'instant Madame Ismaël, n'est pas comme annoncer un diabète ou une grippe, parce que parfois on a l'impression que certains médecins banalisent. Souvent, ça sonne comme une condamnation, on nous catapulte carrément vers l'inconnu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un protocole? Comment décide-t-on d'annoncer? Est-ce qu'on se soucie vraiment de l'état psychologique du malade? Est-ce qu'on demande s'il est accompagné, par exemple, s'il n'est pas seul? Comment ça se passe? Dites-nous. Bien sûr, annoncer un cancer, c'est une très mauvaise nouvelle, donc il faut prendre toutes les précautions. Mais première des choses, ça dépendra de l'expérience du médecin. Ça, oui. Mais il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation. Voilà. On n'a pas été formé dans la communication, sur dans tous les domaines de médecine. Mais donc, ça devient lié au savoir-faire de la personne et son expérience dans le choix des mots. Et troisièmement, aussi profiler le patient. Quand on a un patient très très angoissé, qui supporte pas la nouvelle, on va pas trop dire les choses. On va vraiment juste parler de façon très superficielle et plutôt parler aux parents. Qui sont à côté. Mais quand c'est-à-dire on passe par la famille. On passe par la famille. Mais quand on a des femmes qui sont là, elles nous posent la question, dites-nous la vérité, je veux savoir. Ça dépend du profil aussi de la personne. Oui. Là, on explique tout. On va jusqu'au bout. Mais pourquoi on va jusqu'au bout, justement? C'est pour leur dire, c'est pas une fin. Vous avez aujourd'hui un cancer, mais il y a une suite, il y a une thérapeutique, il y a une prise en charge, il y a une guérison, il y a beaucoup d'espoir. C'est pour ça quand on va annoncer le cancer, il suffit pas d'annoncer le cancer et de lâcher le malade. C'est passé comme ça pour vous, Ismaël? Pour moi, alors donc quand est-ce que c'est un cancer, on m'a dit oui probablement. J'ai dit donc ok, d'accord, dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. C'est bon, là je sais que j'ai un cancer, mais qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a dit de préférence il faut aller au CPMC, consulter une oncologue éventuellement, et elle va vous donner la conduite à suivre. Et je suis allée voir Dr Mehni. Et Dr Mehni, c'est dès qu'elle m'a vue, c'est le docteur qui m'a bien expliqué les choses, qui a compris que j'étais qui a compris que j'étais une personne très, comment dirais-je, curieuse, qui fait énormément de recherches. Donc, elle appelle un chat carrément. Elle m'explique bien, même si je lui pose des questions à 3h du matin, elle me répond. D'accord. Et puis voilà. Ça, c'est admirable, absolument. Avoir un médecin à l'écoute, c'est très important. Alors, Aïda, l'annonce, c'est un moment, on l'a compris, un moment d'une extrême solitude, hein, mais on met généralement combien de temps pour accepter sa maladie lorsqu'on nous annonce un cancer? Processus qui peut être très rapide, mais il y en a d'autres qui vont prendre un peu plus de temps. L'acceptation, c'est plusieurs étapes en même temps. L'entretien de l'annonce, c'est quelque chose de primordial. Je reviens à souligner quand même combien que l'équipe et la présence de ces professionnels qui ont la charge de pouvoir soutenir, dire les mots clairement, dans la simplicité, pour permettre à l'autre vraiment de vivre, mais aussi, permettez-moi de dire que, voilà, il y a des profils, les gens ne sont pas les mêmes, il y a Absolument. Tout
tout dépend de la personne à qui on veut vraiment glisser l'information, comment vraiment l'accompagner. Ça diffère d'une personne à l'autre. Mais voilà qu'il y a quelque chose dans l'imaginaire collectif qui sonne très fort, cette séparation, cette mort qui nous habite tous. Et puis, voilà, ça nous demande de faire l'effort de pouvoir vraiment travailler sur le relationnel. Et je crois que vous l'avez bien souligné dans la compétence de ces professionnels. Il y en a ceux qui ont travaillé la thématique, qui sont plutôt à l'aise et ça devient personnes ressources dans leur équipe pour pouvoir vraiment accompagner les malades. Il y en a d'autres là où ça reste très très difficile. En réalité, tout simplement, c'est que il est important justement aujourd'hui que les professionnels comprennent qu'une maladie aussi lourde que le cancer justement nécessite pas uniquement une prise en charge médicamenteuse ou d'un point de vue de traitement, mais aussi d'un point de vue psychologique, ce qui est très important justement. C'est ça l'idée. Oui, allez-y. Sarah, je voulais juste donner un exemple. Le professeur Bouzid, qui est notre maître, c'est le pionnier de la cancérologie en Algérie. Et ben, quand il annonce un cancer, on va dire un cancer du sein, il dit vous avez un petit problème au sein. Il dit jamais cancer. C'est pas parce qu'il veut pas, il cache la vérité, c'est parce qu'il veut pas alarmer. Absolument. Si on alarme, on va perdre la patiente, parce qu'au fait, il faut essayer de donner, d'annoncer, mais déjà de faire attention au profil qu'on a en face, d'utiliser le langage de la patiente, mais aussi de donner beaucoup de notes d'espoir et d'exposer tout le processus, tout le parcours thérapeutique qu'on va justement lui proposer, afin qu'elle accepte ce parcours. On peut pas lui proposer des traitements mutilants et se dire oui, elle doit accepter. Je suis désolée. Absolument. Il faut vraiment l'inciter à accepter. C'est un traitement très lourd, absolument, et qui prend des années. C'est énorme. Voilà. Oui. Docteur Mekhilef, est-ce qu'on peut rappeler les symptômes? Alors, on a écouté un peu Ismaël, mais c'est pratiquement pas de symptômes, d'où l'importance d'ailleurs du dépistage. On y arrive. Mais est-ce qu'on peut rappeler quand même les symptômes comme ça brièvement, qui doivent nous alerter? Alors, avant de vous parler des symptômes, il faudrait que les femmes comprennent bien qu'elles doivent dépister leur sein avant qu'il y ait apparition de symptômes. C'est-à-dire, mais s'il y a un symptôme, il faut en urgence aller consulter. Quels sont les symptômes? Le plus banal, c'est d'avoir une grosseur au niveau du sein. C'est-à-dire sentir une masse à la palpation. Voilà, on se touche. Et c'est bien d'inviter les femmes à palper les seins de façon très régulière pour voir s'il y a un changement. S'il y a un changement au niveau de la peau, s'il y a un changement au niveau du mamelon, s'il y a un bombement, comme une grosseur, ou qu'on touche un endroit plus dur qu'ailleurs. S'il y a un écoulement, si au niveau des sous-vêtements, il y a des taches de sang ou un écoulement autre, il faut consulter aussi. S'il y a juste un aspect dur comme ça sur le sein, si la peau elle a changé d'aspect, si on a quelque chose au niveau du creux axillaire, des fois on a des petites grosseurs, ce qu'on appelle les adénopathies. Nous, communément, ils appellent ça c'est ça, c'est des adénopathies au niveau axillaire. Et il faut tout ça, ça peut être un symptôme, la douleur et la rougeur, le sein. La douleur, parce qu'on a tendance à dire quand ça fait mal, c'est pas grave. Ça, parfois, les cancers qui font mal, c'est les cancers les plus graves. C'est ce qu'on appelle le cancer inflammatoire. C'est-à-dire, c'est un cancer déjà de diagnostic difficile et c'est un cancer qui est assez agressif. Il provoque cette poussée inflammatoire et c'est là où le sein est inflammatoire, il est douloureux, il est rouge. On a l'impression que c'est une infection, que c'est une mastite. Mais c'est une mastite qui est cancéreuse. Mais sinon, dans le motif, les mastodinies, les douleurs du sein, le plus souvent, elles ne traduisent rien. Elles sont bénignes. Ou alors une pathologie bénigne comme les kystes. Ou parfois, c'est juste des sensibilités liées à hormonales. Elles ne traduisent pas obligatoirement. Mais c'est un motif de consultation qui pousse les femmes à aller consulter. Et des fois, grâce à ça, à ce motif de consultation, on découvre des choses. Souvent, on vient pour des douleurs du sein droit et on découvre un cancer au niveau du sein gauche. Oui. Docteur Mani, justement, on a vu un peu que lorsqu'il y a des symptômes, c'est déjà à un stade avancé. Le cancer est déjà à un stade avancé, d'où l'importance justement de consulter bien avant l'apparition des symptômes. C'est quoi un dépistage? Il faut savoir qu'elle a parlé d'une boule, palpation d'une boule. Cette boule, si elle fait 1 cm, ce qui est
formidable parce qu'un centimètre, on est dans le diagnostic précoce. Donc elle n'a pas traîné la patiente. Sachez que le cancer est là depuis 8 à 10 ans. Donc la première cellule qui a échappé à l'organisme et qui est en train de se multiplier de manière anarchique, elle est là depuis 8 à 10 ans. Et c'est pour ça qu'on dit que le dépistage, c'est à partir de 40 ans parce qu'on essaye d'arriver à barrer la route à toutes ces premières cellules qui sont en train de se multiplier et qui vont devenir un cancer. Alors le dépistage, c'est la détection précoce de toutes les lésions cancéreuses avant qu'elles se traduisent, avant qu'elles se manifestent. Ça veut dire que on a des femmes, on parle pas de patientes quand on parle de dépistage. Absolument. Ce sont des femmes qui ne se plaignent de rien, qui n'ont rien vu sur leur sein, qui n'ont rien touché, qui n'ont rien du tout. Leur seul tort, c'est d'être femme et d'avoir 40 ans ou plus. Point. Le dépistage ne s'adresse un peu avant, rappelez aussi que un peu avant pour la proportion de patientes qui ont des prédispositions familiales de cancer héréditaire. À quel âge généralement quand on a une prédisposition familiale? En fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un phénomène d'anticipation. Donc tout dépend des ascendants, de l'âge de survenue du cancer chez les ascendants. Si la mère l'a eu à 40 ans, on va commencer 5 ans avant, à partir de 35 ans, et pas la mammographie. Docteur Merkilaf vous dira, la mammographie n'est pas l'examen propice à cette population-là. On fera des IRM pour une meilleure détection des échographies. En fait, on va commencer pour la femme jeune, la femme qui a moins de 35 ans, on commence toujours par faire une simple échographie mammaire. Mais si le risque de génétique, il est vraiment haut, parce que ça dépendra de certains facteurs. En fait, combien de personnes qui sont malades dans la famille, le lien direct. Si c'est la maman ou la sœur, c'est plus risqué que quand c'est une cousine ou une tante. Si on a un cancer de l'ovaire aussi dans la famille, s'il y a un cancer chez un monsieur... Est-ce qu'il y a un lien entre l'endométriose et le cancer? Aujourd'hui, il n'y a aucun lien qui est avéré? Non, il n'y a pas. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, vous parliez de quand c'est la maman, quand c'est directement, il faut faire plus attention. Le score, il augmente en fonction en nombre de patients, l'âge, quand c'est moins de 35 ans dans la famille. Et donc, si vraiment le risque, il est là, il est présent, c'est le dépistage par IRM qui va toucher parce que comme elle a dit Dr Mehenni, la mammographie chez les femmes très jeunes, c'est des seins très très denses, il y a beaucoup de glandes, beaucoup de gras, et donc on va voir, mais il y aura des lésions qui sont masquées par la glande. Donc la sensibilité de la mammographie, elle est inférieure. Par contre, l'IRM, elle aura une sensibilité très 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 importante. Donc si on doit retenir quand même une information, parce que ça c'est très important pour les gens qui nous regardent, si on a une maman ou une tante qui a eu un cancer, il faudra calculer selon l'âge de survenue de cette maladie chez cette personne. C'est ça en gros. On peut prendre, comme l'a dit Dr Mehenni, 5 ans avant l'apparition du premier cancer. Mais on peut dire aussi, de façon générale, à partir de 35 ans, il faut être vraiment dépisté déjà. Oui, à 35 ans. Pour revenir à la mammographie, parce que la mammographie est l'examen de prédilection. C'est le gold standard. Quand on parle de dépistage, c'est le mois rose. Quand on parle de mammographie, est-ce qu'il y a beaucoup de questions sur la page de l'émission? Est-ce que ça fait mal, par exemple? Écoutez, la mammographie, les mammographes plutôt se sont modernisés. Les machines maintenant, elles sont beaucoup plus soft, si vous voulez. La compression du sein, elle est certes obligatoire, mais avec les machines modernes, on a une réduction de dose et tout, qui fait que la compression n'est pas aussi douloureuse qu'avant. Ceci dit, ça dépend de la morphologie des dames. Qu'on le veuille ou pas, quand on est très mince et on a des très petits seins qui sont collés aux muscles, les tirer pour les exposer sur la carte, ça fait mal. Mais pour le reste de la population, ça reste une douleur supportable, pas plus que parce que ça ne doit pas être un handicap en fait pour ne pas aller faire est-ce qu'il y a une période du mois par exemple qu'il faut éviter, par exemple juste avant les règles? Il faut éviter quand le sein est tuméfié et congestionné, et c'est le cas juste avant les règles. Voilà. Il faut éviter cette phase. Après les règles. Maintenant les femmes elles sont pas toutes pareilles. Il y a des dames qui ont des seins sensibles, il y a des dames qui n'ont pas des seins sensibles. Ça dépend des dames. Elle, si elle trouve qu'aujourd'hui elle a ses seins
seins qui sont sensibles et sont congestionnés, elle ne va pas faire sa mammographie ce jour-là. Elle va reporter. Absolument. Alors, il faut rappeler quand même qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de dépistage organisé en Algérie, ce qui est encore regrettable. Beaucoup de femmes le font avec leurs propres moyens et ça coûte cher. Je rappelle aussi que corrigez-moi si je dis des bêtises, 50% des cas détectés sont des grosses tumeurs avec un envahissement des ganglions. Il faut rappeler aussi que si dans les pays européens, notamment aujourd'hui, le taux de guérison d'un cancer du sein avoisine les 80%, c'est que cela est dû justement au diagnostic précoce. Est-ce que ça coûte? Oui, absolument, oui. Dépistage et diagnostic précoce donc par la suite. Ismaël, est-ce que ça coûte cher un cancer? Oui, ça coûte énormément cher. Oui. Oui, à commencer déjà par les examens. On doit le faire, généralement, le fait chez le privé. Généralement, les gens le font par leurs propres moyens. Parce que des fois, au CPMC, il y a des problèmes de logistique, de beaucoup de choses, etc. Donc, on le fait chez le privé. Chez le privé, tout dépend aussi des cas du cancer. Des fois, par exemple, on le fait chaque 6 mois, des fois chaque 3 mois. Ça dépend de la gravité de notre situation. Alors, tout ce qui est examen des os, etc. aussi, ça coûte excessivement cher. Voilà, donc un cancer coûte un bras, un sein. En fait, malheureusement. On est un peu pressé par le temps, docteur Mhenni. Alors, une fois le diagnostic est établi, alors on en parlait du diagnostic, l'utilité justement d'un diagnostic, c'est d'arriver en cas de cancer à un diagnostic précoce. C'est quoi un diagnostic précoce et c'est quoi son importance justement? Le diagnostic précoce, le dépistage s'adresse à des femmes qui n'ont rien. On a dit des femmes saines. Oui. Le diagnostic précoce, c'est une femme qui a touché quelque chose ou qui a trouvé quelque chose et qui n'a pas perdu de temps, qui n'a pas traîné, qui est venue directement. Alors, ce diagnostic précoce, il permet de détecter des lésions petites, des cancers qui ne sont pas avancés, des cancers qu'on appelle localisés et des tumeurs petites. Des tumeurs de moins de 3 cm, des tumeurs de moins de 2 cm. Ceci dit, ce diagnostic précoce permet d'avoir recours à des thérapeutiques qui sont beaucoup plus légères que quand on est devant un diagnostic tardif. Et puis les chances de survie aussi. Qui dit diagnostic précoce dit meilleure prise en charge, dit possibilité de conserver le sein, donc diminution du taux d'ablation du sein. Et ça, c'est énorme pour une patiente. Quand on lui annonce qu'on va lui garder le sein, elle ne cherche que ça en fait. Et aussi possibilité de ne pas avoir recours à la chimiothérapie, au traitement mutilant, au traitement lourd. Donc tout ça, c'est grâce au diagnostic précoce. Et en fait, ce diagnostic précoce ne pourra être efficace que si cette patiente consulte son traîné. Donc après, maintenant en 2022, on a de plus en plus recours à d'autres thérapeutiques. Par exemple, on peut traiter des patientes qui ont des tumeurs allant jusqu'à 5 cm par des traitements conservateurs. Donc on lui conserve son sein, on enlève la tumeur et on fait une chirurgie sur le creux axillaire à une seule condition. On fait un traitement. Inévitablement, dans un cancer du sein, on parle de chirurgie, on est bien d'accord. On ne peut pas parler de traitement sans chirurgie. Ah non, dans le cancer du sein localisé, la chirurgie est inévitable. C'est-à-dire, on peut avoir un cancer du sein et ne pas avoir une chirurgie? Pas d'emblée. Et on peut avoir un cancer du sein sans qu'il y ait de chirurgie, oui. Alors, pour les cancers du sein qui sont localisés et qui sont de bons pronostics, on peut opérer d'emblée. C'est-à-dire, si on parle de chirurgie, finalement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça veut dire que le pronostic est meilleur. Et bon, après, il y aura d'autres thérapeutiques en fonction des résultats, d'autres paramètres, d'autres caractéristiques de la tumeur et de la patiente elle-même pour voir tous les traitements adjuvants qu'on va rajouter, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, etc. Mais par contre, il y a des cancers du sein qui ne relèvent pas de la chirurgie en première intention, qui sont de grosses tumeurs qu'il faudra réduire. Donc avec on la va chimiothérapie généralement. Avec tout ce qui est traitement systémique, tel que la chimiothérapie. De la tumeurectomie ou de la chirurgie conservatrice. Elle représente combien aujourd'hui? Quelle est la part de la chirurgie conservatrice sur l'ensemble des chirurgies? Alors, c'est vrai qu'on fait de plus en plus de chirurgie conservatrice, mais malgré ça, c'est insuffisant.
on est à pratiquement 60% de chirurgie radicale, d'ablation, contre 40% de chirurgie conservatrice, avec un risque de mastectomie de rattrapage, ce qu'on appelle mastectomie de rattrapage, dans les 15 à 20%, malheureusement. Mais cette chirurgie conservatrice, elle est conditionnée par un délai de radiothérapie qui doit être respecté. Donc, si on n'a pas ça, pas le cas chez nous, ça ne sert à rien de lui garder le sein. Oui. Ce qui n'est pas, c'est-à-dire on se retrouve finalement malheureusement avec des patientes mutilées parce qu'on n'a pas accès à la radiothérapie. C'est un problème justement duquel vous avez beaucoup souffert, hein, vous-même, Ismaël. Alors, vous avez subi une ablation, c'est ça, oui, une ablation, et vous avez cherché à faire justement une deuxième ablation prophylactique, mais on n'a pas accepté de la faire. Non. Oui, racontez-nous un peu le traitement qu'on vous a prescrit. Alors, j'ai fait ma chimiothérapie jusqu'à la 4e, 5e et 6e chimio où il y avait un changement de protocole et là, je commençais à devenir allergique à certains composants de la chimio. Je faisais des saignements par les orifices, nez, oreilles, etc. Je suis arrivée à être en fauteuil roulant. Je suis restée 8 mois dans un fauteuil roulant. Vous avez eu combien de séances? 6 seulement. J'ai pas pu terminer mon protocole, pas du tout. Pour la radiothérapie, c'était prévu pendant la période de Corona, après tout était fermé, etc. Donc jusque-là, mon nom est inscrit, mais j'ai pas encore eu... Vous n'avez pas de rendez-vous? Non, j'ai pas encore eu de rendez-vous. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est bien de le dire, voilà. Hein, pour rappeler peut-être à ceux qui nous regardent, hein, les responsables, justement. Enfin, il y a eu des annonces, en tout cas, de la part du Premier ministre lors de la présentation, je le rappelle, du plan du gouvernement récemment. En principe, dans les mois qui suivent, il doit y avoir... Voilà, les choses vont changer par rapport à la radiothérapie. C'est ce qu'on espère, en tout cas, vivement pour les malades, parce que c'est juste terrible, ce qui se passe, d'être mutilé, comme vous disiez, un docteur Mahani, parce que on n'a pas accès à la radiothérapie. Qu'est-ce qui a changé l'ablation dans votre vie? Qu'est-ce qui a changé l'ablation dans ma vie? Alors, déjà, j'ai été préparée parce que le Dr Mahani m'avait bien expliqué que ce sera une ablation totale du sang, peut-être avec risque de voir ce qu'il y avait sur le sang. Dans votre vie de couple, dans votre vie de femme et dans votre vie de couple. Bien sûr. Donc, en premier, juste après l'intervention, on a l'impression qu'on a encore une masse. On a l'impression que le sang... on a enlevé un peu, mais il reste quand même une masse. Au fur et à mesure du temps, dès que la masse elle recommence à rentrer, à cicatriser, etc. Donc on se retrouve avec le creux, le fameux creux. Jusque-là, ça m'a fait pas déranger parce que mon mari accepte ça le plus normal du monde. Même moi, au contraire, quand je rentre chez moi, j'enlève ma prothèse, elle me gêne. Pour moi, c'est quelque chose de pas normal. Donc déjà, si je pouvais enlever même le deuxième sein, je l'enlèverai parce que par rapport aussi aux problèmes de dos, etc., parce qu'on aura d'autres complications suite à la mastectomie. Pardon. Oui. Et sinon, par rapport ni à moi, ni dans mon couple, ça n'a rien changé. C'est juste en sang. Oui, vous êtes admirable en tout cas. Aïda, est-ce que le cancer ébranle encore des couples? En tout cas, tout à l'heure, vous en témoignez justement, vous avez parlé d'un cas auquel vous avez assisté. Est-ce que le cancer ébranle encore des couples? Je crois que c'est ça la richesse humaine, c'est ça la différence. Comme on entend des belles histoires d'amour, là où ça renforce encore les liens d'attachement quand c'est solide et puis fort. Ça représente combien sur l'ensemble je ne saurais jamais du couple algérien de manière générale? Ça, je ne saurais jamais dire. Même je crois qu'il y a peu d'études qui se font sur ce volet. Mais voilà, il reste toujours ces histoires, ces signalements, cet accompagnement vers ces familles qui se déchirent, qui explosent, mais parce que tout simplement l'individu change, l'être humain change, la dynamique dans son cycle de vie change. Nos enfants, quand ils sont petits, ne sont plus les mêmes quand ils sont ados ou un peu plus âgés. Donc il y a quelque chose dans la relation qui met dans l'épreuve ces attachements, ce lien, cette force. Et puis c'est pour ça qu'il y a des couples qui se remarient, donc les familles recomposées. Il y a toujours ces histoires dans lesquelles on entend énormément ce vécu. Mais aussi les thérapeutes de famille travaillent énormément sur ces questions. Oui, on va terminer sur ça avec docteur. Il faut vraiment souligner un peu leur effort et puis leur formation. Aujourd'hui, on a des thérapeutes de famille et puis
c'est important de pouvoir vraiment inviter les gens à consulter, à voir, à parler, à réparer. Et je crois que c'est dans le concept de réparation qu'on verra dans le futur plus d'accompagnement psychologique, que ce soit pour les malades ou pour leurs familles. Très brièvement, docteur Mehni, justement, parce que je sais que vous vouliez parler de cet aspect justement par rapport à la famille, par rapport aux femmes. Vous me disiez les femmes qui ne parlent pas à leur mari, qui ne parlent pas à leur famille. En fait, très brièvement, parce qu'il nous reste plus de temps. Moi, je pense que c'est un message que j'adresse à tout le monde, aux femmes, aux professionnels de la santé. Il faut impliquer les maris. C'est pas toujours la faute aux maris. Au fait, les femmes ont peur des conséquences du cancer sur elles, sur leur entourage, sur leur famille, et donc sur leur couple surtout. Et parce qu'elle a l'impression qu'elle a perdu sa féminité. Sachez qu'elle perdra pas sa féminité, c'est transitoire, tout va revenir après. Une femme qui a un cancer du sein peut donner la vie après un cancer du sein. Donc si elle peut donner la vie après un cancer du sein, c'est que la vie reprend. Elle peut faire une reconstruction, elle peut reprendre son travail, elle peut se retrouver la femme qu'elle était et vivre encore mieux que ce qu'elle était. Retrouver la femme qu'elle était. On va terminer avec ça. Oui, on va terminer avec ça, docteur Mehni. Merci à vous, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. Je vous retrouve vendredi prochain. On parlera encore du cancer du sein à l'occasion de ce mois d'Octobre Rose. Dépistez-vous, c'est le mot de fin de cette émission. À très bientôt. Au revoir.